Pierre Lemaître, robe de mariée. Pour Pascaline, évidemment, sans qui rien de tout ça. Sophie. Assise par terre, le dos contre le mur, les jambes allongées, haletante. Léo est tout contre elle, immobile, la tête posée sur ses cuisses. D'une main, elle caresse ses cheveux, de l'autre, elle tente de s'essuyer les yeux, mais ses gestes sont désordonnés. Elle pleure. Ses sanglots deviennent parfois des cris. Elle se met à hurler. Ça monte du ventre. Sa tête dodeline d'un côté, de l'autre. Parfois, son chagrin est si intense qu'elle se tape l'arrière de la tête contre la cloison. La douleur lui apporte un peu de réconfort, mais bientôt tout en elle s'effondre de nouveau. Léo est très sage. Il ne bouge pas. Elle baisse les yeux vers lui, le regarde, serre sa tête contre son ventre et pleure. Personne ne peut s'imaginer comme elle est malheureuse. Chapitre 1. Ce matin-là, comme beaucoup d'autres, elle s'est réveillée en larmes et la gorge nouée alors qu'elle n'a pas de raison particulière de s'inquiéter. Dans sa vie, les larmes n'ont rien d'exceptionnel. Elle pleure toutes les nuits depuis qu'elle est folle. Le matin, si elle ne sentait pas ses joues noyées, elle pourrait même penser que ses nuits sont paisibles et son sommeil profond. Le matin, le visage baigné de larmes, la gorge serrée sont de simples informations. Depuis quand ? Depuis l'accident de Vincent ? Depuis sa mort ? Depuis la première mort ? Bien avant ? Elle s'est redressée sur un coude. Elle s'essuie les yeux avec le drap en cherchant ses cigarettes à tâtons et ne les trouvant pas, elle réalise brusquement où elle est. Tout lui revient. Les événements de la veille, la soirée. Elle se souvient instantanément qu'il faut partir, quitter cette maison, se lever et partir, mais elle reste là, clouée au lit, incapable du moindre geste, épuisée. Lorsqu'elle parvient enfin à s'arracher du lit et à avancer jusqu'au salon, Madame Gervais est assise dans le canapé, calmement penchée sur son clavier. « Ça va ? Reposez ? » ?»« Ça va. Reposez. Vous avez une petite mine. Le matin, je suis toujours comme ça. » Madame Gervais enregistre son fichier et fait claquer le couvercle de son ordinateur portable. « Léo dort encore, » lui dit-elle en se dirigeant vers le porte-manteau d'un pas décidé. « Je n'ai pas osé aller le voir, j'ai eu peur de le réveiller. Comme il n'y a pas d'école aujourd'hui, il valait mieux qu'il dorme, qu'il vous laisse un peu tranquille. » Pas d'école aujourd'hui. Sophie se souvient vaguement. Une affaire de réunion pédagogique. Debout, près de la porte, Madame Gervais a déjà passé son manteau. « Il faut que je vous laisse. » Elle sent qu'elle n'aura pas le courage d'annoncer sa décision. D'ailleurs, même avec du courage, elle n'en aurait pas le temps. Madame Gervais a déjà fermé la porte derrière elle. Ce soir, Sophie entend son pas claquer dans l'escalier. Christine Gervais ne prend jamais l'ascenseur. Le silence s'est installé. Pour la première fois depuis qu'elle travaille ici, elle allume une cigarette en plein milieu du salon. Elle se met à déambuler. Elle ressemble à la survivante d'une catastrophe. Tout ce qu'elle voit lui semble vain. Il faut partir. Elle se sent moins pressée maintenant qu'elle est seule, debout et qu'elle tient une cigarette. Mais elle sait qu'à cause de Léo, il faut se préparer à partir. Pour se donner le temps de recouvrer ses esprits, elle va jusqu'à la cuisine et met la bouilloire en marche. Léo, 6 ans. Dès qu'elle l'a vu, la première fois, elle l'a trouvé beau. C'était 4 mois plus tôt, dans ce même salon de la rue Molière. Il est entré en courant, il a stoppé net devant elle et l'a regardée fixement en penchant un peu la tête, signe chez lui d'une intense réflexion. Sa mère a simplement dit « Léo, voici Sophie dont je t'ai parlé. » Il l'a observé un long moment, après quoi il a simplement dit « D'accord » et s'est avancé vers elle pour l'embrasser. Léo est un enfant gentil, un peu capricieux, intelligent et terriblement vivant. Le travail de Sophie consiste à l'emmener à l'école le matin,
à le reprendre le midi puis le soir et à le garder jusqu'à l'heure imprévisible à laquelle Madame Gervais ou son mari parviennent à rentrer. Son heure de sortie varie donc de 5 heures de l'après-midi à 2 heures du matin. Sa disponibilité a été un atout décisif pour obtenir ce poste. Elle n'a pas de vie personnelle, ça s'est vu dès le premier entretien. Madame Gervais a bien tenté de faire de cette disponibilité un usage discret, mais le quotidien prime toujours sur les principes et il n'a pas fallu 2 mois pour qu'elle devienne un rouage indispensable dans la vie de la famille. Parce qu'elle est toujours là, toujours prête, toujours disponible. Le père de Léo, long quadragénaire sec et rugueux, est chef de service au ministère des Affaires étrangères. Quant à son épouse, grande femme élégante au sourire incroyablement séduisant, elle tente de concilier les exigences de son poste de statisticienne dans une société d'audit avec celle de mère de Léo et de femme d'un futur secrétaire d'État. Tous deux gagnent très bien leur vie. Sophie a eu la sagesse de ne pas en profiter au moment de négocier son salaire. En fait, elle n'y a même pas pensé parce que ce qu'on lui proposait suffisait à ses besoins. Madame Gervais a augmenté ses gages dès la fin du 2e mois. Léo, quant à lui, ne jure plus que par elle. Elle semble la seule à pouvoir obtenir sans effort ce qui, à sa mère, demanderait des heures. Ce n'est pas, comme elle pouvait le craindre, un enfant gâté avec des exigences tyranniques, mais un gamin calme et qui sait écouter. Évidemment, il a ses têtes, mais Sophie est très bien placée dans sa hiérarchie, tout en haut. Chaque soir, vers 18h, Christine Gervais appelle pour prendre des nouvelles et annoncer son heure de retour d'un ton embarrassé. Au téléphone, elle s'entretient toujours quelques minutes avec son fils, puis avec Sophie, à qui elle tâche d'adresser quelques mots un peu personnels. Ces tentatives ont peu de succès. Sophie s'en tient, sans volonté particulière, aux généralités d'usage dans lesquelles le compte-rendu de la journée occupe la place essentielle. Léo est couché chaque soir à 20h précises. C'est important. Sophie n'a pas d'enfant, mais elle a des principes. Après lui avoir lu une histoire, elle s'installe pour le reste de la soirée devant l'immense écran de télévision extra plat, capable de recevoir à peu près tout ce qui se fait en matière de chaînes satellites, cadeau déguisé que Madame Gervais lui a fait au second mois de son travail, quand elle a constaté qu'elle était devant l'écran quelle que soit l'heure de son retour. À plusieurs reprises, Madame Gervais s'est étonnée qu'une femme de 30 ans, visiblement cultivée, se contente d'un emploi aussi modeste et passe toutes ses soirées devant un petit écran, même devenu grand. Lors de leur premier entretien, Sophie lui a dit qu'elle avait suivi des études de communication. Madame Gervais ayant souhaité en savoir plus, elle a mentionné son DUT, expliqué qu'elle avait travaillé pour une entreprise d'origine anglaise mais sans préciser à quel poste, qu'elle avait été mariée mais qu'elle ne l'était plus. Christine Gervais s'est contentée de ces renseignements. Sophie lui avait été recommandée par une de ses amies d'enfance, directrice d'une agence d'intérim qui, pour une raison qui reste mystérieuse, a trouvé Sophie sympathique lors de leur seul entretien. Et puis il y avait une urgence. La précédente nurse de Léo venait de donner son congé sans crier gare et sans préavis. Le visage calme et grave de Sophie a inspiré confiance. Au cours des premières semaines, Madame Gervais a lancé quelques sondes pour en savoir plus sur sa vie, mais elle a renoncé avec délicatesse, pressentant à ses réponses qu'un drame terrible mais secret avait dû ravager son existence. Petit reste de romantisme comme on en trouve partout, même chez les grands bourgeois. Comme il arrive souvent, lorsque la bouilloire s'arrête, Sophie est perdue dans ses pensées. Chez elle, c'est un état qui peut durer longtemps. Des sortes d'absences. Son cerveau semble se figer autour d'une idée, d'une image. Sa pensée s'enroule autour, très lentement, comme un insecte. Elle perd la notion du temps. Puis, par une sorte d'effet de gravité, elle retombe dans l'instant présent. Elle reprend alors sa vie normale là où elle s'est interrompue. C'est toujours comme ça. Cette fois, c'est curieusement le visage du docteur Brevet qui surgit. Voilà bien longtemps qu'elle n'y avait pas repensé. Ça n'est pas comme ça qu'elle le voyait. Au téléphone, elle avait imaginé un homme grand, autoritaire, et c'était une petite chose. On aurait dit un clerc de notaire impressionné d'être autorisé à recevoir des clients secondaires. Sur le côté, une bibliothèque avec des bibelots.
Sophie voulait rester assise. Elle avait dit ça en entrant. « Je ne veux pas m'allonger. » Le docteur Brevet avait fait un signe avec les mains, manière de dire que ça ne posait pas de problème. « Ici, on ne s'allonge pas », avait-il ajouté. Sophie avait expliqué comme elle pouvait. « Un carnet », avait décrété enfin le docteur. Sophie devait noter tout ce qu'elle faisait. Peut-être que de ses oublis, elle se faisait tout un monde. Il fallait tâcher de voir les choses objectivement, avait dit le docteur Brevet. De cette manière, vous pourrez mesurer exactement ce que vous oubliez, ce que vous perdez. Alors, Sophie s'était mise à tout noter. Elle avait fait ça, 3 semaines, jusqu'à la séance suivante. Et pendant cette période, elle en avait perdu des choses. Elle en avait oublié des rendez-vous. Et 2 heures avant d'aller retrouver le docteur Brevet, elle s'était même rendue compte qu'elle avait perdu son carnet. Impossible de remettre la main dessus. Elle avait tout retourné. Est-ce ce jour-là qu'elle était retombée sur le cadeau d'anniversaire de Vincent ? Celui qu'elle avait été incapable de trouver au moment de lui faire la surprise. Tout se mélange, sa vie est un tel mélange. Elle verse l'eau dans le bol et termine sa cigarette. Vendredi. Pas d'école. Normalement, elle n'a la garde de Léo toute la journée que le mercredi et parfois le week-end. Elle l'emmène ici et là, au gré de leurs envies et des occasions. Jusqu'à présent, ils se sont pas mal amusés tous les deux et souvent disputés. Partant, tout va bien. Du moins jusqu'à ce qu'elle commence à ressentir quelque chose de trouble puis de gênant. Elle n'a pas voulu y attacher d'importance. Elle a tenté de chasser ça comme une mauvaise mouche. Mais c'est revenu avec insistance. Son attitude auprès de l'enfant s'en est ressentie. Rien d'alarmant au début, seulement quelque chose de souterrain, de silencieux, quelque chose de secret qui les concernerait tous les deux, jusqu'à ce que la vérité lui apparaisse soudain, la veille, au square d'Entremont. Cette fin mai à Paris a été très belle. Léo a voulu une glace. Elle s'est assise sur un banc, elle ne se sentait pas bien. Elle a d'abord attribué ce malaise au fait qu'ils étaient au square, lieu qu'elle déteste entre tous parce qu'elle passe son temps à éviter les conversations des mères de famille. Elle a su décourager les tentatives incessantes des habitués qui, maintenant, se gardent bien de l'aborder, mais elle a encore fort à faire avec les occasionnels, les nouvelles venues, les passagères, sans compter les retraités. Elle n'aime pas le square. Elle feuillette distraitement une revue lorsque Léo vient se poster devant elle. Il la regarde sans intention particulière en mangeant sa glace. Elle lui rend son regard et elle comprend, à ce moment exactement, qu'elle ne pourra plus se cacher ce qui maintenant est une évidence. Inexplicablement, elle a commencé à le détester. Il la regarde toujours fixement et elle est affolée de voir à quel point tout ce qu'il est lui est devenu insupportable. Son visage de chérubin, ses lèvres dévorantes, son sourire imbécile, ses vêtements ridicules. Elle a dit « On s'en va », comme elle aurait dit « Je m'en vais ». La machine dans sa tête s'est remise en marche, avec ses trous, ses manques, ses vides, ses inepties. Tandis qu'elle se dirige d'un pas pressé vers la maison, Léo se plaint qu'elle marche trop vite, des images l'assaillent en désordre. La voiture de Vincent écrasée contre un arbre et des gyrophares clignotant dans la nuit, sa montre au fond d'un coffret à bijoux, le corps de Madame Duguay dévalant l'escalier, l'alarme de la maison qui rugit en pleine nuit. Les images se mettent à défiler dans un sens, puis dans l'autre, de nouvelles images, d'anciennes. La machine à vertige a repris son mouvement perpétuel. Sophie ne fait pas le compte de ces années de folie. Ça remonte à si loin. À cause de la souffrance sans doute, elle a l'impression que le temps a compté double. Une pente douce au début et au fil des mois, l'impression d'être dans un toboggan, de dévaler à toute vitesse. Sophie était mariée à cette époque. C'était avant tout ça. Vincent était un homme très patient. Chaque fois que Sophie repense à Vincent, il lui apparaît dans une sorte de fondu enchaîné. Le Vincent jeune, souriant, éternellement calme se confond avec celui des derniers mois, au visage épuisé, au teint jaune, aux yeux vitreux. Au début de leur mariage, Sophie revoit avec exactitude leur appartement. C'est à se demander comment, dans une même tête, peuvent cohabiter tant de ressources et tant de carences. Il n'y avait eu que de la distraction. C'était le mot.
Sophie est distraite. Mais elle se consolait parce qu'elle l'avait toujours été. Puis sa distraction était devenue de la bizarrerie. Et en quelques mois, tout s'était brutalement déglingué. Oubli des rendez-vous, des choses, des gens, elle se mit à perdre des objets, des clés, des papiers, à les retrouver des semaines plus tard dans les endroits les plus incongrus. Malgré son calme, Vincent s'était peu à peu tendu. On pouvait comprendre. À force, oublier sa pilule, perdre les cadeaux d'anniversaire, les décorations de Noël, ça agace les caractères les mieux trempés. Sophie se mit alors à tout noter, avec le soin scrupuleux d'une droguée en démarche d'abstinence. Elle perdit les carnets. Elle perdit sa voiture, des amis, elle fut arrêtée pour vol, ses perturbations contaminèrent peu à peu tous les compartiments de sa vie et elle commença, comme une alcoolique, à dissimuler ses manques, à tricher, à masquer pour que ni Vincent ni personne ne s'aperçoivent de rien. Un thérapeute lui proposa une hospitalisation. Elle refusa, jusqu'à ce que la mort vienne s'inviter dans sa folie. Tout en marchant, Sophie ouvre son sac, y plonge la main, allume une cigarette en tremblant, aspire profondément. Elle ferme les yeux. Malgré le bourdonnement qui lui emplit la tête et le malaise qui la ravage, elle s'aperçoit que Léo n'est plus à ses côtés. Elle se retourne et le voit loin derrière, debout au milieu du trottoir, les bras croisés, le visage fermé, refusant obstinément d'avancer. La vision de cet enfant boudeur planté au milieu du trottoir la remplit soudain d'une rage terrible. Elle revient sur ses pas, s'arrête juste devant lui et lui allonge une gifle sonnante. C'est le bruit de cette gifle qui la réveille. Elle a honte, elle se retourne pour voir si quelqu'un l'a vue. Il n'y a personne. La rue est calme. Seule une moto passe lentement à leur hauteur. Elle regarde l'enfant qui se frotte la joue. Il lui rend son regard sans pleurer, comme s'il sentait vaguement que tout ça ne le concerne pas vraiment. Elle dit « On rentre » d'un ton définitif. Et c'est tout. Ils ne se sont pas parlé de toute la soirée. Chacun avait ses raisons. Elle s'est vaguement demandé si cette gifle n'allait pas lui causer des problèmes avec Madame Gervais, tout en sachant que cela lui était égal. Maintenant, elle devait partir. Tout se passait comme si elle était déjà partie. Comme un fait exprès, ce soir-là, Christine Gervais est rentrée tard. Sophie dormait sur le canapé tandis que sur l'écran un match de basket se poursuivait dans un déluge de cris et d'ovations. Le silence l'a réveillée lorsque Madame Gervais a éteint le poste. « Il est tard », s'est-elle excusée. Elle a regardé la silhouette en manteau plantée devant elle. Elle a grogné un nom cotonneux. « Vous voulez dormir ici ?» Lorsqu'elle rentre tard, Madame Gervais lui propose toujours de rester. Elle refuse et Madame Gervais paie le taxi. En un instant, Sophie a revu le film de cette fin de journée, la soirée silencieuse, les regards fuyants, Léo, grave, qui a écouté patiemment l'histoire du soir en pensant visiblement à autre chose. Et recevant d'elle le dernier baiser avec une peine si visible qu'elle s'est surprise à dire « C'est rien, Poussin, c'est rien. Je m'excuse. » Léo a fait « oui » de la tête. Il a semblé à cet instant que la vie adulte venait de faire brutalement irruption dans son univers et qu'il en était, lui aussi, épuisé. Il s'est endormi aussitôt. Cette fois, Sophie a accepté de rester dormir, tant son abattement était grand. Elle serre entre ses mains le bol de thé maintenant froid, sans s'émouvoir de ses larmes qui tombent lourdement sur le parquet. Pendant un court instant, une image est là. Le corps d'un chat cloué contre une porte en bois, un chat noir et blanc, et d'autres images encore. Que de morts. Il y a beaucoup de morts dans son histoire. Il est temps. Un regard à la pendule murale de la cuisine, 9h20. Sans s'en rendre compte, elle a allumé une autre cigarette. Elle l'écrase nerveusement. « Léo ?» Sa propre voix la fait sursauter. Elle y entend de l'angoisse sans savoir d'où elle vient. « Léo ?» Elle se précipite dans la chambre de l'enfant. Sur le lit, les couvertures sont bombées, dessinant une forme de montagne russe. Elle respire, soulagée, et sourit même vaguement. L'évanouissement de sa peur l'entraîne malgré elle vers une sorte de tendresse reconnaissante. Elle s'avance près du lit en disant « Allons bon, où est-il ce petit garçon ?» Elle se retourne.
Peut-être ici. Elle fait claquer légèrement la porte de l'armoire en pin tout en surveillant le lit du coin de l'œil. Non, pas dans l'armoire. Dans les tiroirs peut-être? Elle repousse un tiroir, 1 fois, 2 fois, 3 fois, en disant « Pas dans celui-ci, pas dans celui-là, eh bien non, où peut-il bien être ?» Elle s'approche de la porte et d'une voix plus forte « Bon, eh bien, puisqu'il n'est pas là, je m'en vais !» Elle referme bruyamment la porte mais reste dans la chambre, fixant le lit et la forme des draps. Elle guette un mouvement. Et un malaise la saisit, un creux dans l'estomac. Cette forme est impossible. Elle reste là, figée. Les larmes montent à nouveau, mais ce ne sont plus les mêmes. Ce sont celles d'autrefois, celles qui irisent le corps d'un homme en sang effondré sur son volant, celles qui accompagnent ses mains à plat sur le dos de la vieille femme lorsque celle-ci est propulsée dans l'escalier. Elle s'avance vers le lit d'un pas mécanique et arrache les draps d'un seul geste. Léo est bien là, mais il ne dort pas. Il est nu, recroquevillé, les poignets attachés aux chevilles, la tête penchée entre les genoux. De profil, son visage est d'une couleur effrayante. Son pyjama a servi à l'attacher solidement. À son cou, un lacet serré si fort qu'il a dessiné une profonde rainure dans la chair. Elle se mord le poing mais ne parvient pas à retenir un vomissement. Elle se penche en avant, évite in extremis de se retenir au corps de l'enfant, mais elle ne peut faire autrement que s'appuyer sur le lit. Aussitôt le petit corps bascule vers elle, la tête de Léo vient cogner contre ses genoux. Elle le serre si fort contre elle que rien ne peut les empêcher de tomber l'un sur l'autre. Et la voici maintenant là, assise par terre, le dos contre la cloison avec, contre elle, le corps de Léo inerte, glacé. Ses propres hurlements la bouleversent comme s'ils venaient de quelqu'un d'autre. Elle baisse les yeux vers l'enfant. Malgré le rideau de larmes qui brouille sa vue, elle mesure l'étendue du désastre. Elle caresse ses cheveux d'une main mécanique. Son visage, beige et marbré, est tourné vers elle, mais ses yeux fixes sont ouverts sur le vide. Chapitre 2. Combien de temps? Elle ne sait pas. Elle rouvre les yeux. La première chose qui vient à elle, c'est l'odeur de son t-shirt plein de vomissures. Elle est toujours assise par terre, le dos contre le mur de la chambre, à regarder le sol, obstinément, comme si elle voulait que plus rien ne bouge, ni sa tête, ni ses mains, ni ses pensées. Rester là, immobile, se fondre dans le mur. Quand on arrête, tout doit s'arrêter, non? Mais cette odeur lui soulève le cœur. Elle remue la tête. Mouvement minimal vers la droite, du côté de la porte. Quelle heure est-il? Mouvement inverse minimal vers la gauche. Dans son champ de vision, un pied de lit. C'est comme un puzzle. Il suffit d'une seule pièce pour reconstituer mentalement l'ensemble. Sans bouger la tête, elle remue à peine les doigts, sent une chevelure, remonte comme une nageuse vers la surface où l'horreur l'attend mais elle s'arrête aussitôt, transpercée par une décharge électrique. Le téléphone vient de se mettre à hurler. Sa tête, cette fois, n'a pas hésité et s'est tournée immédiatement vers la porte. C'est de là que vient la sonnerie, du poste le plus proche, celui du couloir sur la table en merisier. Elle baisse les yeux un instant et l'image du corps de l'enfant la percute. Couché sur le côté, sa tête sur ses genoux, dans une immobilité qui le fait ressembler à un tableau. Il y a là, à demi allongé sur elle, un enfant mort, une sonnerie de téléphone qui ne veut pas s'arrêter et Sophie, qui a la garde de cet enfant, qui répond ordinairement au téléphone, assise contre le mur, la tête dodelinant d'un côté à l'autre, à respirer ses vomissures. La tête lui tourne. Le malaise la saisit de nouveau. Elle va s'évanouir. Son cerveau est en train de fondre. Sa main se tend désespérément comme celle d'une naufragée. C'est une impression due à son affolement, mais il lui semble que la sonnerie a monté d'un ton. Elle n'entend plus que cela maintenant, qui lui transperce le cerveau, la remplit et la paralyse. Les mains en avant, puis sur le côté, en aveugle, elle cherche à tâtons un appui,
trouve enfin quelque chose de dur, à droite, à quoi s'accrocher pour ne pas sombrer tout à fait. Et cette sonnerie qui n'en finit pas, qui ne veut pas s'arrêter. Sa main a agrippé le coin de la tablette où est posée la lampe de chevet de Léo. Elle serre de toutes ses forces et cet exercice musculaire fait un instant refluer le malaise. Et la sonnerie s'arrête. De longues secondes s'écoulent. Elle retient sa respiration. Son cerveau compte, lentement. 4, 5, 6. La sonnerie s'est arrêtée. Elle passe un bras sous le corps de Léo. Il ne pèse rien. Elle parvient à déposer sa tête sur le sol et, dans un effort démesuré, à se mettre à genoux. Maintenant, le silence est revenu, presque palpable. Elle respire par à-coups, comme une femme qui accouche. Un long filet de salive coule de la commissure de ses lèvres. Sans tourner la tête, elle regarde dans le vide, elle cherche une présence. Elle pense « Il y a quelqu'un ici, dans l'appartement, quelqu'un qui a tué Léo, quelqu'un qui va me tuer moi aussi. » À cet instant, la sonnerie du téléphone retentit à nouveau. Une nouvelle décharge électrique lui traverse le corps de bas en haut. Elle cherche autour d'elle, trouver quelque chose, vite, la lampe de chevet. Elle la saisit, tire d'un coup sec. Le fil électrique cède et elle avance dans la pièce, lentement, en direction de la sonnerie, un pas après l'autre. Elle tient la lampe comme une torche, comme une arme, sans se rendre compte du dérisoire de la situation. Mais il est impossible d'entendre la moindre présence avec ce téléphone qui rugit, qui hurle, sans varier, avec cette sonnerie qui vrille l'espace, mécanique, obsédante. Elle est à la porte de la chambre lorsque brutalement le silence se fait. Elle s'avance et brusquement, sans savoir pourquoi, elle est certaine qu'il n'y a personne dans l'appartement, qu'elle est seule. Sans même réfléchir, sans hésiter, elle pousse jusqu'au bout du couloir, vers les autres pièces, sa lampe en berne à bout de bras, le fil traînant au sol. Elle revient vers le salon, entre dans la cuisine puis en ressort, ouvre des portes, toutes les portes. Seule. Elle s'écroule dans le canapé et lâche enfin la lampe de chevet. Sur son t-shirt, les vomissures semblent fraîches. Le dégoût la saisit de nouveau. D'un geste, elle ôte le t-shirt, le jette par terre, se relève aussitôt et s'avance jusqu'à la chambre de l'enfant. La voici maintenant, adossée au chambranle, regardant le petit corps mort couché sur le côté, les bras croisés sur ses seins nus, pleurant tout doucement. Il faut appeler. Ça ne sert plus à rien, mais il faut appeler. La police, le SAMU, les pompiers, on appelle qui dans ces cas-là? Madame Gervais? La peur lui mord le ventre. Elle voudrait bouger, mais elle ne peut pas. Mon Dieu, Sophie, dans quel merdier tu t'es mise? Comme si ça ne suffisait pas déjà. Tu devrais partir tout de suite, là, maintenant, avant que le téléphone sonne à nouveau, avant que la mère inquiète d'un coup de taxi ne débarque ici avec ses cris, ses larmes, la police, les questions, les interrogatoires. Sophie ne sait plus quoi faire. Appeler? Partir? Elle a le choix entre deux mauvaises solutions. C'est toute sa vie, ça. Elle se redresse enfin. Quelque chose en elle s'est décidé. Elle se met aussitôt à courir dans l'appartement d'une pièce à l'autre en pleurant, mais ses gestes sont désordonnés, ses déplacements sans objet. Elle entend sa propre voix qui geint comme celle d'une enfant. Elle tente de se répéter « Concentre-toi, Sophie. Respire et tâche de penser. Il faut t'habiller, te laver le visage, prendre tes affaires. Vite, et partir, tout de suite. Rassemble tes affaires, fais ton sac, dépêche-toi. » Elle a tellement couru à travers toutes les pièces qu'elle est un peu désorientée. Quand elle passe devant la chambre de Léo, elle ne peut s'empêcher de s'arrêter une fois encore et ce qu'elle voit en premier, ce n'est pas le visage figé et cireux de l'enfant, mais son cou et le lacet marron dont l'extrémité serpente sur le sol. Elle le reconnaît. C'est celui de ses chaussures de marche. Chapitre 3. Il y a des choses dont elle ne se souvient plus dans cette journée. Ce qu'elle revoit ensuite, c'est l'horloge de l'église Sainte-Élisabeth marquant 11h15. Le soleil donne à plein et ses tempes battent à tout rompre. Sans compter l'épuisement, l'image du corps de Léo l'envahit à nouveau. C'est comme si elle se réveillait une seconde fois. Elle tente de se raccrocher à quoi? Une vitre sous sa main.
Une boutique. Le verre est froid. Elle sent des gouttes de sueur couler sous ses aisselles, glacées. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et d'abord, où est-elle? Elle veut regarder l'heure, mais elle n'a plus sa montre. Elle était pourtant sûre de l'avoir. Non, peut-être pas. Elle ne se souvient plus. Rue du Temple. Bon Dieu, il ne lui a pas fallu 1h30 pour venir jusqu'ici. Qu'est-ce qu'elle a fait de tout ce temps? Elle est allée où? Et d'abord, Sophie, où vas-tu? Tu as marché depuis la rue Molière jusqu'ici? Tu as pris le métro? Le trou noir. Elle sait qu'elle est folle. Non, elle a besoin de temps, c'est tout, d'un peu de temps pour se concentrer. Voilà, c'est ça, elle a dû prendre le métro. Elle ne sent plus son corps, mais seulement la sueur qui coule le long de ses bras, des gouttes qui ruissellent, lancinantes, et qu'elle éponge en plaquant son coude contre son corps. Elle est habillée comment? Est-ce qu'elle a l'air d'une folle? La tête trop pleine, bourdonnante, des images en pagaille. Réfléchir, faire quelque chose. Mais quoi? Elle croise sa silhouette dans une vitrine et elle ne se reconnaît pas. Elle pense d'abord que ce n'est pas vraiment elle. Mais non, c'est bien elle. Seulement, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre? Mais quoi? Elle jette un œil sur l'avenue. Marcher et tenter de réfléchir. Mais ses jambes refusent de la porter. Il n'y a plus que sa tête qui fonctionne encore un peu, dans un bourdonnement d'images et de mots qu'elle tente de calmer en reprenant sa respiration. Sa poitrine est serrée comme dans un étau. Tandis que d'une main elle s'appuie sur la vitrine, elle tente de rassembler ses pensées. Tu t'es enfui. C'est ça, tu as eu peur et tu t'es enfui. Quand on va découvrir le corps de Léo, on va te chercher. On va t'accuser de... Comment dit-on? Un truc avec assistance. Concentre-toi! En fait, c'est simple. Tu avais la garde de l'enfant et quelqu'un est venu le tuer. Léo. Là, tout de suite, elle n'a pas d'explication à ce qui lui arrive. Il faudrait réfléchir, elle en est incapable. Sa pensée bute sans cesse sur le même constat. Ce qui lui arrive est impossible. Elle lève les yeux. Elle connaît cet endroit. C'est tout près de chez elle. Voilà, c'est ça, tu t'es enfui et tu rentres chez toi. Venir ici est une folie. Si elle avait toute sa tête, jamais elle ne serait revenue jusqu'ici. On va la chercher, on doit déjà la chercher. Une nouvelle vague de fatigue la terrasse. Un café, là, à droite. Elle entre. Elle va s'installer dans le fond de la salle, intense effort de réflexion. D'abord se situer dans l'espace. Elle est assise dans le fond et fixe fébrilement le visage du garçon qui s'approche. Son regard fait rapidement le tour de la salle pour voir par quelle trajectoire elle pourra se ruer vers la sortie si... Mais il ne se passe rien. Le garçon ne pose pas de questions. Il se contente de la regarder d'un air blasé. Elle commande un café. Le garçon rebrousse chemin vers le comptoir d'un pas fatigué. Voilà. D'abord se fixer dans l'espace. Rue du Temple. Elle est à, 4 stations de métro de chez elle. Voilà, 4 stations. Temple, République, un changement et puis... Quelle est la 4e station? Bon Dieu! Elle y descend tous les jours. Elle a emprunté cette ligne des centaines de fois. Elle en revoit nettement l'entrée, l'escalier avec ses rampes de fer, le kiosque à journaux juste au coin avec ce type qui dit toujours « Putain, quel temps, hein? Merde !» Le garçon lui apporte son café, pose à côté le ticket de caisse, 1,10 €. Est-ce que j'ai de l'argent? Elle a posé son sac à main devant elle sur la table. Elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle le portait. Elle agit sans mémoire, automatiquement, l'esprit vide, sans se rendre compte de rien. C'est comme ça que tout s'est passé. C'est à cause de ça qu'elle s'est enfuie. Se concentrer. Comment s'appelle cette putain de station? Sa venue jusqu'ici, son sac, sa montre. Quelque chose agit en elle, comme si elles étaient deux. Je suis deux. L'une qui tremble de peur devant ce café qui refroidit, et l'autre qui marchait, qui agrippait son sac, qui oubliait sa montre et qui rentre maintenant chez elle comme si de rien n'était. Elle se prend la tête entre les mains et sent ses larmes couler. Le garçon la regarde, tout en essuyant ses verres d'un air faussement détaché. Je suis folle et ça se voit. Il faut partir. Se lever et partir. Une brusque montée d'adrénaline l'envahit. Si je suis folle, peut-être que toutes ces images sont-elles fausses?
Peut-être que tout cela n'est-il qu'un cauchemar éveillé ? Elle est passée de l'autre côté. C'est ça, un cauchemar, rien d'autre. Elle a rêvé de tuer cet enfant. Ce matin, elle prend peur et s'enfuit. J'ai eu peur de mon propre rêve, voilà tout. Bonne nouvelle ! Voilà. La station de métro, c'est Bonne Nouvelle. Non, il y en a une autre juste avant. Mais cette fois, ça revient tout seul. Strasbourg-Saint-Denis. Elle, sa station, c'est Bonne Nouvelle. Elle en est certaine. Elle la revoit très bien maintenant. Le garçon la regarde bizarrement. Elle s'est mise à rire à haute voix. Elle pleure et tout à coup, elle rit aux éclats. Tout ça est-il bien réel ? Il faudrait savoir, en avoir le cœur net. Téléphoner. On est quoi ? Vendredi, Léo n'est pas à l'école, il est à la maison, Léo doit être à la maison, seul. Je me suis enfuie et l'enfant est seul. Il faut appeler. Elle attrape son sac, l'ouvre comme si elle le déchirait. Elle fouille. Le numéro est en mémoire. Elle s'essuie les yeux pour voir défiler les numéros. Ça sonne. 1, 2, 3... Ça sonne et personne ne répond. Léo n'a pas d'école, il est seul dans l'appartement, ça sonne et personne ne décroche. La transpiration coule de nouveau, dans son dos, cette fois. Merde, décroche ! Elle continue de compter les sonneries, machinalement. 4, 5, 6. Un déclic puis un vide et enfin une voix qu'elle n'attend pas. C'est Léo qu'elle voulait et c'est sa mère qui lui répond. « Bonjour, vous êtes bien chez Christine et Alain Gervais ?» Cette voix calme et déterminée la glace jusqu'aux os. Qu'attend-elle pour raccrocher ? Chaque mot la plaque sur sa chaise. « Nous sommes absents pour le moment. » Sophie écrase la touche du téléphone. C'est fou ce qu'il faut d'efforts pour aligner deux idées élémentaires. Analyser, comprendre. Léo sait parfaitement répondre au téléphone. C'est même une fête pour lui que de vous devancer, de décrocher, de répondre, de demander qui parle. Si Léo est là, il doit répondre. Sinon, c'est qu'il n'est pas là, c'est tout simple. Merde. Où peut bien être ce petit con s'il n'est pas à la maison ? Il ne peut pas ouvrir la porte tout seul. Sa mère a fait monter un système de verrouillage au temps où il commençait à crapahuter un peu partout et où elle se méfiait de lui. Il ne répond pas. Il ne peut pas être sorti. La quadrature du cercle, ce truc. Où est ce con de môme ? Réfléchir. Il est quoi ? 11h30. Sur la table, les objets épars échappés de son sac. Dans le lot, il y a même un tampon net. De quoi elle a l'air ? Au comptoir, le garçon discute avec deux types, des habitués sans doute. On doit parler d'elle. Regard croisé, vaguement fuyant. Elle ne peut pas rester là. Il faut partir. À la volée, elle attrape tout ce qui se trouve sur la table, le fourre dans son sac et se rue vers la sortie. « Indice !» Elle se retourne. Les trois hommes la regardent drôlement. Elle fouille dans son sac, extirpe à grand-peine 2 pièces, les pose sur le comptoir et sort. Il fait toujours beau. Elle enregistre machinalement les mouvements de la rue, les passants qui marchent, les voitures qui roulent, les motos qui démarrent. Marcher. Marcher et réfléchir. Cette fois, l'image de Léo lui apparaît de manière précise. Elle peut distinguer jusqu'au moindre détail. Ce n'est pas un rêve. L'enfant est mort et elle est en fuite. La femme de ménage doit arriver à midi. Aucune raison que quelqu'un entre dans l'appartement avant midi. Ensuite, le corps de l'enfant sera retrouvé. Alors il faut partir, être prudente. Le danger peut venir de n'importe où, n'importe quand. Ne pas rester en place, bouger, marcher, ramasser ses affaires, fuir vite avant qu'on la retrouve. S'éloigner juste le temps de réfléchir, de comprendre. Quand elle sera au calme, elle pourra analyser. Elle reviendra avec toutes les explications, c'est ça. Mais maintenant, partir. Pour aller où ? Elle s'arrête en pleine rue. La personne qui la suit se heurte à elle. Elle balbutie une excuse. Elle est debout au beau milieu du trottoir, regarde autour d'elle. Il y a beaucoup de mouvements sur le boulevard, et un soleil terrible. La vie perd un peu de sa folie. Voilà, le fleuriste, la boutique d'ameublement, faire vite. Son regard accroche la pendule dans le magasin de meubles. 11h35. Elle s'engouffre dans le hall de l'immeuble, fouille, sort sa clé.
Du courrier dans la boîte, ne pas perdre de temps. 3e étage, la clé à nouveau, celle du verrou, puis celle de la serrure. Ses mains tremblent, elle pose son sac au sol, elle doit s'y reprendre à 2 fois, elle tente de respirer bien à fond. La seconde clé tourne enfin, la porte s'ouvre. Elle reste sur le seuil, la porte grande ouverte. À aucun moment elle n'a pensé qu'elle pouvait avoir mal calculé, qu'elle pouvait déjà être attendue par la police. Le silence règne sur le palier. La lumière familière de son appartement vient s'échouer à ses pieds. Elle reste là, figée. Mais elle n'entend que ses propres battements de cœur. Soudain, elle sursaute. Une clé dans une porte, sur le palier, à droite. La voisine. Sans même réfléchir, elle se précipite chez elle. La porte claque avant qu'elle ait pu la rattraper. Elle s'arrête dans son mouvement. Elle écoute. Le vide, si souvent désespérant, est cette fois rassurant. Elle s'avance lentement dans la pièce vide. Un œil sur le réveil, 11h40. À peu près. Ce réveil n'a jamais été tout à fait exact. Mais dans quel sens? Elle croit se souvenir qu'il avance, mais pas sûr. Tout se met en route en même temps. Dans la penderie, elle attrape sa valise, ouvre les tiroirs de la commode, enfourne des vêtements sans trier, puis elle court à la salle de bain, rafle le dessus de la tablette et fait tomber le tout dans un sac. Un œil alentour. Les papiers. Dans le secrétaire. Passeport, argent. Combien y a-t-il? 200 €. Le carnet de chèques. Où est ce putain de carnet de chèques? Dans mon sac. Elle vérifie. Un œil à nouveau autour d'elle. Mon blouson, mon sac, les photos. Elle revient sur ses pas, ouvre le premier tiroir de la commode, attrape l'album. Son regard croise sur le dessus de la commode le cadre avec la photo de son mariage. Elle saisit le tout, le jette dans la valise, la ferme. Tendue, l'oreille collée contre la porte, elle écoute. Encore une fois, ses battements de cœur occupent tout l'espace. Elle pose les 2 mains contre la porte, bien à plat. Se concentrer. Elle n'entend rien. Elle empoigne sa valise, ouvre la porte à la volée. Personne sur le palier. Elle tire la porte derrière elle. Elle ne prend même pas la peine de fermer à clé. Elle descend l'escalier en courant. Un taxi passe. Elle l'arrête. Le type veut mettre le bagage dans le coffre. Pas le temps! Elle l'enfourne sur le siège arrière. Elle monte. Le type a dit « On va où ?» Elle ne sait pas. Elle hésite un instant. « Gare de Lyon !» Lorsque le taxi démarre, elle regarde par la vitre arrière. Rien de particulier, quelques véhicules, des passants. Elle respire. Elle doit avoir une tête de folle. Dans le rétroviseur, le chauffeur la regarde avec méfiance. Chapitre 4. Dans les situations d'urgence, c'est drôle comme les idées s'enchaînent presque malgré soi. Elle a crié « Arrêtez !» Surpris par le commandement, le taxi a pilé. Ils n'ont même pas fait 100 mètres. Le chauffeur n'a que le temps de se retourner, elle est déjà sortie. « Je reviens tout de suite, vous m'attendez !»« Bah, ça m'arrange pas trop, moi !» dit le chauffeur. Il regarde la valise qu'elle a jetée sur la banquette arrière. Ni la valise, ni la cliente ne lui inspirent une confiance démesurée. Elle hésite. Elle a besoin de lui. Mais tout est maintenant si compliqué. Elle ouvre son sac, en sort un billet de 50 € et le lui tend. « Ça va comme ça ?» Le chauffeur regarde le billet, mais il ne le prend pas. « Bon, ça va, allez-y, dit-il. Mais faites vite !» Elle traverse la rue et se précipite dans les locaux de l'agence. Les lieux sont presque vides. Derrière le comptoir, un visage qu'elle ne connaît pas, une femme. Mais elle vient si peu souvent. Elle sort son carnet de chèques et le pose devant elle. « Je voudrais la situation de mon compte, s'il vous plaît. » L'employé regarde ostensiblement l'horloge murale, ramasse le carnet de chèques, tapote sur son clavier et détaille ses ongles pendant que l'imprimante crépite. Ses ongles et sa montre. L'imprimante donne l'impression de réaliser un travail extraordinairement difficile et demande près d'1 minute pour cracher 10 lignes de texte et de chiffres. Le seul chiffre qui intéresse Sophie est à la fin. « Et sur mon livret ?» L'employé soupire. « Vous avez le numéro ?»« Non, je ne m'en souviens pas, désolée. » Elle a l'air franchement désolée. Elle l'est. L'horloge marque 11h56. Elle est maintenant la seule cliente. L'autre employé de comptoir, un type très grand, s'est levé, a traversé l'agence et commence à baisser les stores. Une lumière totalement artificielle, clinique, remplace progressivement la lumière du jour. Avec cette lumière tamisée, moite, s'installe un silence vibrant, ouaté.
Sophie ne se sent pas bien. Pas bien du tout. L'imprimante a crépité de nouveau. Elle regarde les 2 chiffres. Je vais prendre 600 sur le compte courant et disons 5000 sur le livret. Elle a terminé sa phrase comme une question, comme une demande d'autorisation. Faire attention à ça. De l'assurance. De l'autre côté du comptoir, un petit souffle de panique. « Vous désirez clôturer vos comptes ?» demande l'employé. « Oh non !»« Non, tu es cliente, c'est toi qui décides. J'ai simplement besoin de liquidités. » Ah, c'est bien ça, le coût des liquidités. Ça fait sérieux, adulte. C'est que... L'employé regarde dans l'ordre Sophie, le carnet de chèques qu'elle tient entre ses mains, l'horloge murale qui poursuit sa course vers midi, le collègue qui s'est accroupi devant les portes vitrées pour les fermer à clé, qui tire le dernier store et les regarde maintenant avec une impatience mal contenue. Elle hésite sur la conduite à adopter. La chose semble maintenant beaucoup plus compliquée que prévu. L'agence fermée, il est midi, le taxi a dû voir les stores descendre. Elle dit, en esquissant un sourire, « C'est que, moi aussi, je suis pressée. Un instant, je vais voir. » Pas le temps de la retenir, elle a déjà poussé le petit portillon du comptoir et frappe à la porte du bureau d'en face. Dans son dos, Sophie sent le regard du collègue préposé à la porte qui préférerait manifestement être préposé à la table du déjeuner. C'est désagréable de sentir quelqu'un comme ça dans son dos. Mais tout est désagréable dans cette situation. Surtout le type qui arrive, escortant l'employé du guichet. Lui, elle le connaît. Elle ne se souvient plus de son nom, mais c'est lui qui l'a reçu le jour où elle a ouvert son compte. La trentaine épaisse, un visage un peu brutal, le genre à prendre ses vacances en famille, à jouer à la pétanque en disant des conneries, à porter des chaussettes de ville avec ses nu-pieds, à prendre 20 kilos dans les 5 prochaines années, des maîtresses pour l'heure du déjeuner, à mettre ses collègues au courant, le genre cadre dragueur d'agence BNP avec la chemise jaune, le mademoiselle bien appuyé, le genre con. Le con est là, devant elle. À ses côtés, l'employée semble plus petite. C'est l'effet de l'autorité. Sophie comprend bien ce que doit être ce type. Elle sent sa transpiration un peu partout. Elle s'est fichue dans une vraie souricière. « On me dit que vous souhaitez retirer... » Là, le type se penche vers l'écran de l'ordinateur comme s'il prenait connaissance de l'information pour la première fois. « La quasi-totalité de vos liquidités ? C'est interdit ?» À l'instant même, elle comprend qu'elle n'a pas choisi la bonne solution. La solution frontale avec ce genre de con, c'est directement la guerre. « Non, non, ce n'est pas interdit, c'est que... » Il se retourne, adresse un regard paternel à l'employé posté près du porte-manteau. « Vous pouvez y aller, Juliette, je fermerai, ne vous en faites pas. » La mal nommée Juliette ne se le fait pas dire 2 fois. « Vous n'êtes peut-être pas satisfaite des services de notre agence, Madame Duguay ?» Les portes claquent dans le fond de l'agence. Le silence est plus pesant encore que tout à l'heure. Elle réfléchit le plus vite possible. « Oh non, c'est seulement que... je pars en voyage. Voilà, j'ai besoin de liquidité. » Le mot « liquidité » ne sonne plus aussi juste que tout à l'heure. Il a maintenant une tonalité plus pressée, précipitée, louche, vaguement combinarde. « Besoin de liquidité », répète le type. « C'est que, normalement, pour des sommes aussi importantes, nous préférons prendre rendez-vous avec nos clients, aux heures ouvrables. Des questions de sécurité, vous comprenez ?» Le sous-entendu est si évident, si ressemblant au personnage, qu'elle le giflerait. Elle s'accroche à l'idée qu'elle a besoin, absolument besoin de cet argent, que son taxi ne va pas attendre toute la journée, qu'elle doit sortir, qu'elle doit s'en sortir. « Mon départ s'est décidé brutalement, très brutalement. Je dois absolument partir. Je dois absolument disposer de cette somme. » Elle regarde le type et, en elle, quelque chose cède, un peu de dignité. Elle soupire. Elle va faire ce qu'il faut. Elle se dégoûte un peu, mais vaguement. « Je comprends tout à fait votre embarras, monsieur Musin. » Le nom du type lui est revenu comme ça, comme un petit signe de confiance retrouvée. « Si j'avais eu le temps de vous appeler, de vous prévenir, je l'aurais fait. Si j'avais pu choisir l'heure de mon départ, je ne serais pas venue à l'heure de la fermeture. Si je n'avais pas besoin d'argent, je ne vous dérangerais pas. Mais j'en ai besoin. »
J'ai besoin de tout ça, tout de suite. » Musin lui adresse un bon sourire suffisant. Elle sent que la partie est maintenant mieux engagée. La question est aussi de savoir si nous disposons de cette somme en espèces. Sophie sent descendre une suée blanche et froide. « Mais je vais voir, » a dit Musin. Il a dit ça et il a disparu, dans son bureau, pour téléphoner. Pourquoi a-t-il besoin d'entrer dans son bureau pour voir ce qu'il y a dans le coffre ? Elle regarde, désemparée, la porte de l'agence, tout store baissé, la porte du fond par laquelle les 2 employés sont partis déjeuner et qui a fait un bruit métallique de porte blindée. Un nouveau silence s'installe, plus lent, plus menaçant que le précédent. Le type téléphone, c'est sûr. À qui ? Mais il revient déjà. Il s'approche d'elle, mais pas du côté du comptoir comme tout à l'heure, de son côté à elle, sourire engageant. Il est très près, vraiment très près. « Je crois que nous allons pouvoir arranger ça, Madame Duguay », lâche-t-il dans un souffle. Elle se fend d'un sourire crispé. Le type ne bouge pas. Il sourit en la fixant bien en face. Elle non plus ne bouge pas, continue de sourire. C'est ça qu'il fallait, sourire, répondre à la demande. Le type se retourne et s'éloigne. À nouveau seule. 12h06. Elle se précipite vers les stores, en soulève quelques lames. Son taxi attend toujours. Elle ne distingue pas le chauffeur. Il est là, voilà ce qu'elle note. Il va falloir faire vite, très vite. Elle a repris sa position de cliente accoudée au comptoir lorsque le type remonte de son antre. Il a compté 5 600 €. Il prend la place de l'employé, tapote sur le clavier de l'ordinateur. L'imprimante reprend son travail laborieusement. En attendant, Musin la regarde et sourit. Elle se sent toute nue. Elle signe enfin le reçu. Musin n'a pas lésiné sur les recommandations. Après quoi, il a mis l'argent dans une enveloppe Kraft et la lui a tendue d'un air satisfait. « Une jeune femme, mince comme vous, dans la rue avec une pareille somme, je ne devrais pas vous laisser faire, c'est très imprudent. »« Mince comme vous, je rêve. » Elle prend l'enveloppe. C'est très épais. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle la fourre dans la poche intérieure de son blouson. Musin la regarde d'un air dubitatif. « C'est le taxi, » balbutie-t-elle. « Il doit m'attendre dehors et s'inquiéter. Je rangerai tout ça plus tard. »« Bien sûr, » dit le Musin. Elle part. « Attendez !» Elle se retourne, prête à tout, prête à le frapper, mais elle le voit qui sourit. « Après la fermeture, il faut sortir par ici. » Il désigne une porte derrière lui. Elle le suit jusqu'au fond de l'agence. Un couloir étroit et tout au bout, la sortie. Il manipule les serrures. La porte blindée glisse sur elle-même mais ne s'ouvre pas entièrement. Le type est là, devant. Il prend presque toute la place. « Eh bien voilà, » dit-il. « Je vous remercie. » Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Le type reste là à sourire. « Et vous allez où, si ça n'est pas indiscret ?» Vite trouver quelque chose, n'importe quoi. Elle sent bien qu'elle réfléchit trop longtemps, qu'elle devrait avoir une réponse toute prête, mais rien ne vient. « Dans le midi !» Son blouson n'est pas entièrement fermé. Quand elle a pris les billets, elle a remonté la fermeture éclair à mi-chemin. Musin regarde son cou, il sourit toujours. « Dans le midi ! C'est bien le midi !» Et à ce moment-là, il tend la main vers elle et repousse discrètement l'enveloppe qui contient les billets et dont le coin apparaît à l'échancrure du blouson. Sa main frôle ses seins un très court instant. Il n'a rien dit, mais sa main ne revient pas tout de suite. Elle a besoin, vraiment besoin de le gifler, mais quelque chose d'ultime, de terrible la retient. La peur. Elle pense même un très court instant que le type pourrait la tripoter là, comme ça, que tétanisée, elle ne dirait rien. Elle a besoin de cet argent. Est-ce que ça se voit tant que ça ? Ouais, continue Musin. C'est vraiment pas mal le midi. Sa main est de nouveau libre et il lisse doucement le revers de son blouson. Je suis pressée. Elle a dit ça en s'esquivant sur la droite du côté de la porte. Je comprends, dit Musin en s'écartant légèrement. Elle se faufile vers la sortie. Alors, bon voyage, Madame Duguay, et à bientôt ? Il lui serre longuement la main. Merci. Elle se précipite sur le trottoir. Rançon de la peur d'être coincée là, de ne plus pouvoir sortir, d'être à la merci de ce crétin bancaire, une vague de haine l'envahit. Maintenant qu'elle est dehors, que tout est terminé,
Elle lui taperait bien la tête contre le mur à ce type. Tandis qu'elle court vers le taxi, elle sent encore ses doigts la frôler et presque physiquement, le soulagement qu'elle aurait à l'empoigner par les 2 oreilles et à lui cogner le crâne contre le mur. Parce que c'est sa tête qui est insupportable à ce con. Tout ça a éveillé en elle une telle colère. Voilà, elle lui empoigne les oreilles et lui tape la tête contre le mur. Ça rebondit avec un bruit affreux, sourd et profond. Le type la regarde comme si toute l'absurdité du monde l'avait envahie. Mais à cette expression succède le rictus de la douleur. Elle cogne la tête du type contre le mur 3 fois, 4, 5, 10 fois, et le rictus fait progressivement place à une sorte de gel, d'immobilité. Ses yeux vitreux regardent dans le vague. Elle s'arrête, soulagée. Ses mains sont pleines du sang qui coule de ses oreilles. Il a des yeux de mort comme dans les films, fixes. Le visage de Léo surgit alors devant elle, mais avec de vrais yeux de mort, pas du tout comme dans les films. Vertige. Chapitre 5. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Elle lève les yeux. Elle est devant le taxi, figée. Ça va pas ? Vous n'allez pas vous trouver mal, au moins ? Non, ça va aller. Tu montes dans le taxi, Sophie. Tu fous le camp. Il faut te calmer, tout va bien. C'est simplement de la fatigue. Tout ça est une dure épreuve. C'est tout, ça va aller, concentre-toi. Pendant le trajet, le chauffeur ne cesse de la dévisager dans son rétroviseur. Elle tente de se rassurer en regardant le paysage qu'elle connaît si bien. La République, les quais de Seine, le pont d'Austerlitz là-bas au fond. Elle commence à respirer. Son rythme cardiaque ralentit. Avant tout, il faut se calmer, prendre de la distance, réfléchir. Le taxi est arrivé gare de Lyon. Comme elle règle la course, debout devant la portière, le chauffeur la fixe à nouveau, inquiet, intrigué, apeuré, on ne sait pas. Un peu de tout ça, soulagé aussi. Il empoche les billets et démarre. Elle attrape sa valise et se dirige vers le panneau de départ. Envie de fumer. Elle fouille ses poches, fébrilement. Tellement envie, pas le temps de chercher, au bureau de tabac. 3 personnes devant elle. Elle commande enfin un paquet, non 2. La fille se retourne, prend 2 paquets, les pose sur le comptoir, non 3. Finalement, c'est 1, 2 ou 3, une cartouche. C'est sûr ? Me faites pas chier, et un briquet. Lequel ? M'en fous, n'importe quoi. Elle attrape nerveusement la cartouche, fouille ses poches, empoigne de l'argent. Ses mains tremblent tellement que tout s'étale sur la pile de revues devant le comptoir. Elle regarde derrière elle et tout autour en ramassant ses billets de 50 €. Elle enfourre dans toutes ses poches. Vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, Sophie. Un couple la dévisage. Juste à côté, visiblement gêné, un gros mec fait semblant de regarder ailleurs. Elle ressort du bureau de tabac sa cartouche de cigarette dans une main. Son regard tombe sur le panneau imprimé en rouge conseillant aux voyageurs de se méfier des pickpockets. Quoi faire maintenant ? Elle hurlerait si elle pouvait. Mais curieusement, elle ressent quelque chose qui est souvent revenu par la suite. Quelque chose de très étrange, de presque rassurant, comme au cœur de ces grandes peurs enfantines où, du fond de l'angoisse, émerge la ténue mais absolue certitude que tout ce que l'on vit n'est pas si vrai que cela, qu'au-delà de la peur, il y a une protection, là, quelque part, que quelque chose d'inconnu nous protège. L'image de son père surgit un court instant puis disparaît. Réflexe magique. Sophie sait parfaitement au fond d'elle que c'est seulement un moyen très enfantin de se rassurer. Trouver des toilettes, se recoiffer, se reconcentrer, ranger les billets proprement, décider d'une destination, d'un plan, voilà ce qu'il faut faire. Et allumer une cigarette, tout de suite. Elle déchire le papier de la cartouche, 3 paquets tombent par terre. Elle les ramasse, empile blouson et cartouche sur la valise, sauf un paquet qu'elle ouvre. Elle prend une cigarette, l'allume. Un nuage de bien-être envahit son ventre. Première seconde de bonheur depuis une éternité. Et puis, presque aussitôt, ça lui monte à la tête. Elle ferme les yeux pour reprendre ses esprits et quelques instants plus tard, ça va mieux. Voilà, 2 ou 3 minutes de cigarette comme une paix retrouvée. Elle fume, les yeux fermés. À la fin de quoi, elle écrase sa cigarette, fourre la cartouche dans sa valise et se dirige vers le café qui fait face au quai de départ. Au-dessus d'elle, le train bleu,
avec son grand escalier tournant et, derrière les portes vitrées, les salons au plafond vertigineux, toutes ces tables blanches, ce brouhaha de brasserie, ces couverts en argent, les fresques pompiers sur les murs. Vincent l'a emmenée là un soir, il y a si longtemps. Tout ça est si loin. Elle a remarqué une table libre sur la terrasse couverte. Elle commande un café, demande les toilettes. Elle ne veut pas laisser sa valise là. Quant à l'emmener dans les toilettes, elle regarde autour d'elle. À droite une femme, à gauche une autre femme. Les femmes, pour ça, c'est mieux. Celle de droite doit avoir à peu près son âge. Elle feuillette un magazine en fumant une cigarette. Sophie choisit celle de gauche, plus âgée, plus dense, plus sûre d'elle. Elle fait un signe pour désigner sa valise, mais son visage, en soi, est un message si fort qu'elle n'est pas certaine d'avoir été bien comprise. Pourtant, le regard de la femme semble dire « Allez-y, je suis là ». Un vague sourire, le premier depuis des millénaires. Pour le sourire aussi, les femmes, c'est mieux. Elle ne touche pas à son café. Elle descend les marches, refuse de croiser son image dans les miroirs, entre directement dans une cabine, ferme la porte, descend son jean et sa culotte, s'assoit, pose ses coudes sur ses genoux et se met à pleurer. Au sortir de la cabine, dans la glace, son visage. Dévasté. C'est fou ce qu'elle se sent vieille et usée. Elle se lave les mains, passe de l'eau sur son front. Quelle fatigue. Alors remonter, boire un café, fumer une cigarette et réfléchir. Ne plus s'affoler, agir maintenant avec prudence, bien analysée. Facile à dire. Elle reprend l'escalier. Elle arrive sur la terrasse et tout de suite la catastrophe lui saute aux yeux. Sa valise a disparu, la femme aussi. Elle hurle « Merde !» et se met à taper rageusement du poing sur la table. La tasse de café tombe à la renverse, se brise, tous les regards se tournent vers elle. Elle se retourne vers l'autre femme, celle de la table de droite. Et instantanément, à presque rien, l'ombre d'un regard, Sophie comprend que cette fille a tout vu, qu'elle n'est pas intervenue, qu'elle n'a pas dit un mot, pas esquissé un geste, rien. Évidemment, vous n'avez rien vu. C'est une femme d'une trentaine d'années, grise des pieds à la tête, avec un visage triste. Sophie s'approche. Elle essuie ses larmes d'un revers de manche. « T'as rien vu, hein, salope !» Et elle la gifle. Des cris. Le garçon se précipite. La fille se tient la joue, se met à pleurer sans un mot. Tout le monde accourt. Que se passe-t-il ? Voici Sophie dans l'œil du cyclone. Beaucoup de monde. Le garçon l'attrape par les deux bras et crie « Vous vous calmez ou j'appelle les flics !» D'un geste des épaules, elle se dégage et se met à courir. Le garçon hurle, court après elle, la foule l'essuie. 10 mètres, 20 mètres, elle ne sait plus où aller. La main du garçon tombe sur son épaule, impérative. « Vous payez le café !» hurle-t-il. Elle se retourne. Le type la regarde d'un air fébrile. Leurs regards se heurtent dans une guerre de volonté. Lui, c'est un homme. Sophie sent qu'il va y tenir à cette victoire. Il en est déjà rouge. Alors elle sort son enveloppe, dans laquelle il n'y a que des grosses coupures. Ses cigarettes tombent, elle ramasse le tout. Il y a maintenant tellement de monde autour d'eux, elle respire à fond, renifle, essuie à nouveau ses larmes d'un revers de main, prend un billet de 50, le fourre dans la main du garçon. Ils sont au milieu de la gare, un large cercle de badauds et de voyageurs interrompus par l'intérêt du fait divers. Le garçon plonge la main dans sa poche ventrale pour lui rendre la monnaie et Sophie sent, à la lenteur appliquée de ses gestes, qu'il est en train de vivre son heure de gloire. Il prend un temps infini, sans regarder autour, concentré, comme si le public n'existait pas et qu'il était là dans son rôle le plus naturel, celui de l'autorité calme. Sophie sent ses nerfs se tendre. Ses mains la démangent. Toute la gare semble s'être donné rendez-vous autour d'eux. Le garçon compte scrupuleusement, de 2 à 50, en posant chaque billet et chaque pièce dans sa main ouverte, tremblante. Sophie ne voit que le sommet de son crâne blanchâtre, les gouttelettes de sueur à la naissance des cheveux clairsemés. Envie de vomir. Sophie prend sa monnaie et se retourne et traverse la foule des curieux, complètement égarés. Elle marche. Elle a l'impression de tituber, mais non, elle marche droit. Simplement, elle est si fatiguée. Une voix. « On peut aider ?» rauque et sourde. Elle se retourne. Dieu, quelle déprime. Le pochard qui est là, en face d'elle, c'est toute la misère du monde, le SDF majuscule.
Non, ça va aller, merci, lâche-t-elle, puis elle se remet en route. Parce qu'il faut pas se gêner, hein. On est tous dans la même gare. Barre-toi et me fais pas chier. Le type bat en retraite immédiatement en grognant quelque chose qu'elle fait semblant de ne pas comprendre. Tu as peut-être tort, Sophie. Peut-être que c'est lui qui a raison. Peut-être que tu en es là, malgré tes grands airs. SDF. Dans ta valise, il y avait quoi? Des fringues, des conneries, le plus important c'est l'argent. Elle fouille fébrilement ses poches et pousse un soupir de soulagement. Ses papiers sont bien là, avec son argent. L'essentiel est préservé. Alors, encore une fois, réfléchir. Elle sort de la gare en plein soleil. Devant elle, la ligne des cafés, des brasseries, partout des voyageurs, des taxis, des voitures, des bus. Et juste là, un petit muret en béton qui matérialise la file d'attente des taxis. Quelques personnes sont assises, certaines lisent, un homme téléphone d'un air absorbé, son agenda sur les genoux. Elle s'avance, s'assoit à son tour, sort son paquet de cigarettes et fume en fermant les yeux. Se concentrer. Brusquement, elle pense à son téléphone portable. Ils vont la mettre sur écoute, ils vont voir qu'elle a tenté d'appeler chez les Gervais. Elle ouvre son appareil, elle en sort fébrilement la carte SIM et la jette dans la bouche d'égout. Même le téléphone le jetait. Elle est venue à la gare de Lyon par réflexe. Pourquoi? Pour aller où? Mystère. Elle cherche. Et voilà, elle se souvient. Marseille, c'est ça, là où elle est allée avec Vincent il y a si longtemps. Ils sont descendus en riant dans un hôtel très moche près du Vieux-Port parce qu'ils n'avaient rien trouvé d'autre et qu'ils avaient terriblement envie de se fourrer entre les draps. Quand le type de l'accueil avait demandé leur nom, Vincent avait dit « Stefan Zweig » parce que c'était leur auteur préféré à cette époque. Il avait fallu l'épeler. Le type leur avait demandé s'ils étaient polonais. Vincent avait répondu « Autrichien d'origine ». Ils sont descendus une nuit sous un faux nom, incognito. C'est pour cela que... Et l'idée la frappe. Son réflexe a été d'aller là où elle est déjà allée, Marseille ou ailleurs, peu importe, mais dans un lieu connu, même vaguement, parce que c'est rassurant et ça, c'est exactement ce qu'on va attendre d'elle. On va la chercher là où il est plausible qu'elle aille et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. À partir de maintenant, il faut oublier tous tes repères, Sophie. C'est vital. Il faut imaginer. Faire des choses que tu n'as jamais faites. Aller là où tu ne seras pas attendue. Soudain, l'idée de ne plus pouvoir se rendre chez son père la fait paniquer. Il y a près de 6 mois qu'elle n'est pas allée le voir et c'est maintenant une destination impossible. Sa maison doit être surveillée, son téléphone sur écoute lui aussi. La silhouette inaltérable du vieil homme est devant elle, éternellement longiligne et solide, comme taillé dans le chêne, aussi vieux, aussi fort. Sophie avait choisi Vincent sur le même modèle, long, calme, serein. C'est ça qui va lui manquer. Lorsque tout s'est écroulé, qu'il n'est plus resté que les ruines de sa vie, après la mort de Vincent, son père a été la dernière chose à rester debout. Elle ne pourra plus aller le voir, ni parler avec lui, tout à fait seule au monde, comme s'il était mort lui aussi. Elle ne parvient pas à imaginer à quoi pourra ressembler un monde où son père sera vivant quelque part, mais où elle ne pourra plus lui parler ni l'entendre, comme si elle-même était morte. Cette perspective lui donne alors le vertige, comme si elle entrait, sans espoir de retour, dans un autre monde, hostile, un monde où rien ne serait connu, où tout serait risque, où toute spontanéité devrait être abandonnée, faire sans cesse du nouveau. Elle ne sera plus jamais en sécurité nulle part, il n'y aura pas un lieu où elle pourra donner son nom. Sophie n'est plus personne, juste une fugitive, quelqu'un qui est mort de peur, avec une vie d'animal, entièrement tournée vers la survie, le contraire même de la vie. Un épuisement la saisit. Tout cela vaut-il vraiment la peine? Qu'est-ce que c'est que la vie maintenant? Bouger, ne pas rester en place. Tout cela est voué à l'échec. Elle n'est pas de taille à lutter. Elle n'a pas l'âme d'une fugitive, elle n'est qu'une criminelle. Elle ne saura jamais. On va te retrouver si facilement. Un long soupir de rémission lui échappe. Se rendre, aller à la police, dire ce qui est vrai, qu'elle ne se souvient de rien, que tout cela devait arriver un jour, qu'il y a en elle une telle rancune, une telle haine pour le monde. Il vaut mieux tout arrêter là. Elle ne veut pas de cette vie qui l'attend. Mais à quoi ressemblait donc sa vie avant,
il y a longtemps déjà qu'elle ne ressemblait plus à rien. Elle a maintenant le choix entre deux existences inutiles. Elle est si fatiguée. Elle se dit « il faut arrêter ». Et pour la première fois, cette solution lui semble concrète. Je vais me rendre. Et elle n'est même pas surprise d'employer une expression de meurtrière. Il n'a pas fallu 2 ans pour qu'elle devienne folle, pas une nuit pour qu'elle redevienne une criminelle, pas 2 heures pour devenir une femme traquée avec son cortège de peur, de suspicion, de ruse, d'angoisse, de tentatives d'organisation, d'anticipation et même, maintenant, son vocabulaire. C'est la seconde fois de sa vie qu'elle mesure à quel point une vie normale peut basculer, en une seconde, dans la folie, dans la mort. C'est fini. Tout doit se terminer là. Elle ressent un grand bien-être maintenant. Même la terreur d'être internée, qui l'a tant fait courir, s'estompe. L'hôpital psychiatrique maintenant n'est plus l'enfer, mais une sorte de solution douce. Elle écrase sa cigarette, en allume une autre. Après celle-là, j'y vais. Une dernière cigarette, et puis après, c'est dit. Elle téléphone, elle fait le 17. C'est ça? Le 17? Peu importe maintenant. Elle parviendra bien à se faire comprendre, à expliquer. Tout vaut mieux que ces heures qu'elle vient de passer. Tout plutôt que cette folie. Elle souffle la fumée loin d'elle, en expirant très fort, et c'est exactement à ce moment qu'elle entend la voix de la femme. Chapitre 6. Je suis désolée. La fille en gris est là, tenant nerveusement son petit sac à main. Elle esquisse ce qui, chez elle, doit ressembler à un sourire. Sophie n'est même pas surprise. Elle la regarde un moment, puis... « C'est rien, dit-elle. Laissez tomber. Il y a des jours comme ça. »« Je suis désolée, » répète la fille. « Vous n'y pouvez rien, laissez tomber. » Mais la fille reste plantée là, comme une nouille. Sophie la regarde vraiment pour la première fois. Pas si laide, triste. La trentaine, un visage long, des traits fins, des yeux vifs. Qu'est-ce que je peux faire? Me rapporter ma valise? Ce serait une bonne idée, ça, de me rapporter ma valise. Sophie se lève et prend le bras de la fille. Je suis un peu remontée, ne vous en faites pas, il faut que je parte maintenant. Vous aviez des objets de valeur? Elle se retourne. Je veux dire, dans la valise, vous aviez des objets de valeur? Suffisamment pour avoir envie de les emmener. Qu'allez-vous faire? Bonne question. N'importe qui répondrait « Je vais rentrer chez moi ». Mais Sophie est sèche, rien à dire, nulle part où aller. « Je vous offre un café ?» La jeune femme la regarde avec insistance. Ce n'est pas une proposition, ça ressemble à une supplique. Elle ne sait pas pourquoi, Sophie dit simplement, au point où j'en suis, une brasserie en face de la gare. Sans doute à cause du soleil, la fille s'est tout de suite dirigée vers la terrasse, mais Sophie veut être au fond. Elle a dit « pas en vitrine ». La fille lui a rendu son sourire. On ne sait pas quoi se dire, on attend les cafés. Vous arrivez ou vous partez? Hein? Oh, j'arrive, de Lille. Par la gare de Lyon? C'est mal parti. Sophie a une brusque envie de planter la fille là, avec ses scrupules tardifs et son air de chien battu. J'ai changé de gare. Elle improvise. Et elle enchaîne aussitôt. Et vous? Non, moi je ne voyage pas. La fille hésite sur la suite et choisit la diversion. J'habite ici. Je m'appelle Véronique. Moi aussi, répond Sophie. Vous vous appelez Véronique aussi? Sophie se rend compte que tout sera beaucoup plus difficile que prévu, qu'elle n'a pas eu le temps de se préparer à ce genre de questions, que tout reste à faire. Se mettre dans un autre état d'esprit. Elle fait un vague geste d'assentiment qui peut vouloir dire à peu près n'importe quoi. C'est drôle, dit la fille. Ça arrive. Sophie allume une cigarette, tend son paquet. La fille allume sa cigarette avec une sorte de grâce. Incroyable ce que cette fille, caparaçonnée dans son uniforme gris, est différente vue de près. « Vous faites quoi ?» demande Sophie. « Dans la vie. Traductrice, et vous ?» En quelques minutes, au fil de la conversation,
Sophie s'est inventé une nouvelle vie. Ça fait un peu peur au début, et puis, finalement, c'est comme un jeu. Il suffit de penser tout le temps aux règles. D'un seul coup, elle a un choix extraordinaire. Pourtant, elle fait comme ces gagnants à la loterie qui pourraient refaire leur vie et qui s'achètent le même pavillon que les autres. Alors la voici devenue Véronique, enseignante en arts plastiques dans un lycée lillois, célibataire, venue quelques jours voir ses parents en banlieue parisienne. « L'Académie de Lille est en vacances ?» demande Véronique. C'est ça le problème. L'enchaînement qui risque d'entraîner trop loin. J'ai pris un congé. Mon père est malade. Enfin, elle sourit. De vous à moi, pas vraiment malade. J'avais envie de quelques jours à Paris. Je devrais avoir honte. Où habite-t-il ? Je peux vous déposer ? J'ai une voiture. Non, ça ira très bien, vraiment, non, merci. Ça ne me dérange pas du tout. C'est gentil à vous, mais ce ne sera pas nécessaire. Elle a dit ça d'une voix coupante. Du coup, le silence s'installe à nouveau entre elles. Ils vous attendent ? Vous devriez peut-être leur téléphoner. Oh non. Elle a répondu trop vite. Du calme, du sang-froid. Prends ton temps, Sophie, ne dis pas n'importe quoi. En fait, je devais arriver demain matin. Ah, dit Véronique en écrasant sa cigarette. Vous avez mangé ? C'est bien la dernière chose à laquelle elle pouvait penser. Non. Elle regarde l'horloge murale. 13h40. Alors je peux vous inviter à déjeuner ? Pour m'excuser, pour la valise, j'habite juste à côté. Je n'ai pas grand-chose, mais on doit bien trouver quelque chose de mangeable dans le frigo. Ne rien faire comme avant, Sophie, souviens-toi. Aller là où personne ne t'attend. Pourquoi pas ? Répond-elle. On se sourit. Véronique règle les consommations. Au passage, Sophie achète 2 paquets de cigarettes et lui emboîte le pas. Boulevard Diderot. Immeuble bourgeois. Elles ont marché côte à côte en continuant à échanger les banalités d'usage. À peine arrivée devant l'immeuble de Véronique, Sophie regrette déjà. Elle aurait dû dire non, elle aurait dû partir. Elle devrait déjà être loin de Paris, dans une direction improbable. Elle a accepté par faiblesse, par fatigue. Alors elle suit mécaniquement. Elles entrent dans le hall de l'immeuble. Sophie se laisse guider comme une visiteuse occasionnelle. L'ascenseur. Véronique appuie sur le bouton du 4e. Ça brinque-balle, ça crisse, ça secoue, ça monte quand même et ça s'arrête brutalement dans un hoquet. Véronique sourit. Ce n'est pas le confort, s'excuse-t-elle en ouvrant son sac à la recherche de sa clé. Ce n'est pas le confort, mais ça vous sent la bourgeoisie friquée dès l'entrée. L'appartement est grand, vraiment grand. Le salon est une pièce double à 2 fenêtres. À droite, le salon en cuir fauve. À gauche, le piano quart de queue. Au fond, la bibliothèque. Entrez, je vous en prie. Sophie entre là comme dans un musée. Tout de suite, le décor lui rappelle sur un mode mineur l'appartement de la rue Molière où en ce moment même... Machinalement, elle cherche l'heure, la trouve sur une petite horloge dorée posée sur la cheminée d'angle. 13h50. Dès leur arrivée, Véronique s'est précipitée dans la cuisine, soudain animée, presque pressée. Sophie entend sa voix et répond distraitement en examinant les lieux. Son regard s'attache une fois encore à la pendulette. Les minutes ne passent pas. Elle respire à fond. Faire attention à ses réponses, murmurer des « oui, bien sûr » et tenter de reprendre ses esprits. C'est un peu comme si elle s'éveillait d'une nuit trop agitée et qu'elle se retrouvait dans un lieu inconnu. Véronique s'agite, parle vite, ouvre des placards, met en route le micro-ondes, claque la porte du réfrigérateur, dresse une table. Sophie demande « Je peux vous aider ?»« Non, non, dit Véronique. » Une parfaite petite maîtresse de maison. En quelques minutes, il y a sur la table une salade, du vin, du pain presque frais. Il est d'hier, ça ira très bien, qu'elle tranche d'un couteau très appliqué. Alors, traductrice ? Sophie cherche un sujet de conversation. Ce n'est plus la peine. Maintenant qu'elle est chez elle, Véronique est devenue bavarde. Anglais et russe. Ma mère est russe, ça aide ? Vous traduisez quoi ? Des romans ? Je voudrais bien, mais je travaille plutôt sur des sujets techniques, des courriers, des brochures, des choses comme ça. La conversation suit un cours sinueux, on parle de travail, de famille.
Sophie s'improvise des relations, des collègues, une famille, une belle vie toute neuve, en prenant soin de s'éloigner le plus possible de la réalité. « Et vos parents, où habitent-ils déjà ?» demande Véronique. « Chez Mazarin. » C'est venu d'un coup, elle ne sait pas d'où ça sort. « Ils font quoi ?»« Je les ai mis à la retraite. » Véronique a débouché le vin. Elle sert une fricassée de légumes avec des lardons. « C'est du surgelé, je vous préviens. » Sophie a découvert subitement qu'elle avait faim. Elle mange, elle mange. Le vin lui donne une agréable sensation de bien-être. Heureusement, Véronique est assez bavarde. Elle s'en tient à des généralités, mais elle a un solide sens de la conversation, mêlant futilités et anecdotes. Tout en mangeant, Sophie attrape des bribes d'informations sur ses parents, ses études, le petit frère, le voyage en Écosse. Le flot se tarit au bout d'un moment. « Mariée ?» demande Véronique en désignant la main de Sophie. Malaise. « Plus maintenant. »« Et vous la gardez quand même ?» Pensez à la retirer. Sophie improvise. « L'habitude, je suppose. Et vous ?»« J'aurais bien aimé prendre l'habitude. » Elle a répondu avec un sourire gêné qui cherche une complicité de femme. « En d'autres circonstances, peut-être, se dit Sophie. Mais pas là. »« Et ?» Ce sera pour une autre fois, je crois. Elle apporte du fromage. Pour quelqu'un qui n'a rien dans son frigo. Et donc, vous vivez seule ? Elle hésite. Oui. Elle penche la tête sur son assiette, puis la relève, regarde Sophie bien en face comme pour la provoquer. Depuis lundi, c'est pas vieux. Ah. Ce que Sophie sait, c'est qu'elle ne veut pas savoir, ne pas s'en mêler. Elle veut finir son repas et partir. Elle n'est pas bien. Elle veut partir. « Ça arrive, » dit-elle bêtement. « Oui, » dit Véronique. On cause encore un peu, mais il y a quelque chose de brisé dans la conversation. Un petit malheur privé s'est installé entre elles. Et le téléphone sonne. Véronique tourne la tête vers le couloir, comme si elle attendait que le correspondant entre dans la pièce. Elle soupire. Une sonnerie, 2. Elle s'excuse, se lève, s'avance vers le couloir. Elle décroche. Sophie termine son verre de vin, se resserre, regarde par la fenêtre. Véronique a repoussé la porte, mais sa voix parvient au salon, étouffée. Situation gênante. Elle ne serait pas dans le couloir de l'entrée. Sophie prendrait son blouson et partirait comme ça, maintenant, sans rien dire, comme une voleuse. Elle perçoit quelques mots, tente machinalement de recomposer la conversation. La voix de Véronique est grave et dure. Sophie se lève, fait quelques pas pour s'éloigner de la porte, mais la distance ne change rien à l'affaire. La voix maintenant sourde de Véronique s'entend comme si elle était là, dans la pièce. Ce sont des mots terribles de rupture banale. La vie de cette fille ne l'intéresse pas. Terminé, je t'ai dit, c'est terminé. Sophie se fout de ses amours ratés. Elle s'approche de la fenêtre. Nous en avons parlé 100 fois. On ne va pas recommencer maintenant. Sur sa gauche, un petit secrétaire. L'idée vient juste de germer en elle. Elle se penche pour mesurer le cours de la conversation. On en est à « Fous-moi la paix, je te dis ». Ça lui laisse encore un peu de temps. Elle abaisse doucement le panneau central du secrétaire et découvre, au fond, 2 rangées de tiroirs. Ce genre de choses, ça n'a aucune prise sur moi, je t'assure. Dans le second, elle trouve des billets de 200, pas nombreux. Elle en compte 4. Elle les fourre dans sa poche en continuant de chercher. Sa main, tu t'imagines peut-être m'impressionner avec ça, rencontre la couverture rigide du passeport. Elle l'ouvre, mais elle en remet l'examen à plus tard. Elle le fourre dans sa poche. Sophie attrape un carnet de chèques entamé. Le temps de filer vers le canapé et de fourrer le tout dans la poche intérieure de son blouson, et on en est à « pauvre type ». Puis il y a un « pauvre mec » et enfin un « pauvre con ». Et le téléphone est violemment raccroché. Silence. Et Véronique reste dans le couloir. Sophie tâche de prendre une mine de circonstance, une main sur son blouson. Véronique revient enfin. Elle s'excuse gauchement, tente de sourire. « Je suis désolée, vous devez être... Je suis désolée. » « Ça ne fait rien. » Sophie enchaîne. « Je vais vous laisser. »« Non, non, dit Véronique. Je vais faire du café. »
Il vaut mieux que je parte. Il y en a pour 1 minute, je vous assure. » Véronique s'essuie les yeux d'un revers de main, tente un sourire. « C'est idiot !» Sophie se donne 1/4 d'heure, et quoi qu'il arrive, elle part. De la cuisine, Véronique commente. « Depuis 3 jours, il n'arrête pas de m'appeler. J'ai tout essayé, j'ai débranché, mais pour mon travail, ce n'est pas très pratique. Laisser sonner, ça me crispe. Alors de temps en temps, je vais boire un café. Il va bien se lasser, mais c'est un drôle de type. Le genre qui s'accroche, quoi. » Elle pose des tasses sur la table basse du salon. Sophie se rend compte qu'elle a abusé du vin. Le décor s'est mis lentement en mouvement autour d'elle, l'appartement bourgeois, Véronique, tout commence à se mélanger, arrive bientôt le visage de Léo, la pendulette posée sur la cheminée, la bouteille de vin vide sur la table, la chambre d'enfant quand elle y entre, avec le lit bombé par les couvertures, les tiroirs qui claquent et le silence quand elle prend peur. Les objets dansent devant ses yeux, l'image du passeport qu'elle fourre dans la poche de son blouson. Une onde la submerge, tout semble s'éteindre progressivement, fondu au noir. De très loin, elle perçoit la voix de Véronique qui demande « Ça ne va pas ?» Mais c'est une voix qui vient du fond d'un puits, une voix qui résonne. Sophie sent son corps se ramollir, puis s'affaisser et subitement, tout s'éteint. Là encore, c'est une scène qu'elle revoit très bien. Aujourd'hui, elle pourrait dessiner chaque meuble, chaque détail, jusqu'au papier peint du salon. Elle est allongée sur le canapé, une jambe pendante posée au sol. Elle se masse les yeux à la recherche du nombre de consciences. Elle les ouvre par intermittence et sent que quelque chose en elle résiste, qui veut rester dans son sommeil, loin de tout. Elle est si épuisée depuis ce matin. Il s'est passé tant de choses. Elle s'accoude enfin, se tourne vers le salon et ouvre les yeux avec lenteur. Juste au pied de la table gît le corps de Véronique, baignant dans une mare de sang. Son premier geste est de lâcher le couteau de cuisine qu'elle tient à la main et qui tombe sur le parquet avec un bruit sinistre. Comme un rêve, elle se lève et titube. Machinalement, elle tente d'essuyer sa main droite sur son pantalon, mais le sang est déjà trop sec. Son pied glisse dans la mare qui s'étale lentement sur le parquet et elle se raccroche in extremis à la table. Elle tangue un instant. En fait, elle est ivre. Sans s'en rendre compte, elle a attrapé son blouson, elle le traîne derrière elle comme une laisse, comme un fil de lampe. Elle parvient au couloir en s'appuyant au mur. Là, son sac. Ses yeux sont de nouveau brouillés de larmes, elle renifle. Et elle tombe sur les fesses. Elle enfouit son visage entre ses bras roulés dans son blouson. Sensation bizarre sur le visage, elle relève la tête. Son blouson a traîné dans le sang et elle vient d'essuyer ses joues dessus. « Lave-toi le visage avant de sortir, Sophie. Lève-toi !» Mais l'énergie lui manque. C'est trop. Cette fois, elle s'allonge sur le sol, la tête contre la porte d'entrée, prête à retomber dans le sommeil, prête à tout plutôt qu'affronter cette réalité. Elle ferme les yeux. Et soudain, comme si des mains invisibles la soulevaient par les épaules, aujourd'hui encore, elle reste incapable de dire ce qui s'est passé, mais la voici de nouveau assise, puis de nouveau debout, titubante mais debout. Elle sent monter en elle une résolution sauvage, un truc très animal. Elle s'avance dans le salon. D'où elle est, elle ne distingue que les jambes de Véronique, à demi sous la table. Elle s'approche. Le corps est couché sur le côté, le visage disparaît derrière les épaules. Sophie s'approche un peu plus, se penche. Tout le chemisier est noir de sang. Il y a une large plaie en plein milieu du ventre, là où est entré le couteau. L'appartement est silencieux. Elle s'avance jusqu'à la chambre. Ces 10 pas lui ont coûté toute l'énergie dont elle disposait et elle s'assoit sur le coin du lit. Un mur de la chambre est couvert de portes de placard. Les 2 mains sur les genoux, Sophie s'approche péniblement de la première et l'ouvre. Il y a là de quoi rhabiller un orphelinat. Elles ont à peu près la même taille. Sophie ouvre la seconde porte, la troisième, trouve enfin une valise qu'elle lance sur le lit, grande ouverte. Elle choisit des robes parce qu'elle n'a pas le temps de chercher ce qui pourra aller avec les jupes. Elle prend 3 jeans usés. Le mouvement la fait remonter à la vie. Sans même y réfléchir,
Elle sélectionne ce qui lui ressemble le moins. Derrière la porte suivante, elle trouve les tiroirs avec les sous-vêtements. Elle en jette une poignée dans la valise. Pour les chaussures, d'un simple coup d'œil, elle voit que la gamme va du plus moche au plus laid. Elle ponctionne 2 paires de choses et une paire de tennis. Puis elle s'assoit sur la valise pour la fermer et la tire jusqu'à l'entrée où elle l'abandonne près de son sac. Dans la salle de bain, elle se lave les joues sans se regarder. Elle aperçoit dans la glace la manche droite de son blouson noirci par le sang. Elle le retire immédiatement, comme s'il était en feu. De retour dans la chambre, elle ouvre de nouveau le placard, prend 4 secondes pour choisir un blouson, opte pour un bleu sans aucun caractère. Le temps de fourrer dans les poches tout ce qui se trouvait dans le sien, elle est à la porte de l'appartement, l'oreille collée contre le panneau. Elle se revoit parfaitement. Elle ouvre la porte délicatement, saisit la valise d'une main, son sac de l'autre, descend sans précipitation, le cœur retourné, le visage maintenant sec de larmes comme à bout de souffle. Dieu que cette valise est lourde, sans doute parce qu'elle est épuisée. Quelques pas et elle tire la porte cochère, débouche sur le boulevard Diderot et prend tout de suite à gauche, dos à la gare.